la magie de la télé. Sur DTV, le journal et ses titres. Le rapport de la discorde n'en finit pas de créer l'ire de la communauté éducative sénégalaise. Le mouvement pour la revalorisation de la fonction enseignante se sent offusqué et soutient que les conclusions de l'étude sur les abus sexuels à l'école ne sont pas conformes à la réalité. La précarité en milieu professionnel inquiète l'Union régionale des syndicats de Dakar. Elle a renouvelé ses instances et fait de ce combat une priorité absolue. Octobre Rose, plus de 2000 femmes ont été dépistées ce samedi à Dakar. Elles ont été sensibilisées sur les bonnes pratiques et accompagnées en cas de besoin. Et puis le coût du ciment revient à la normale, une décision ministérielle que doivent respecter toutes les cimenteries au Sénégal. Une bonne nouvelle pour les vendeurs et consommateurs à voir dans cette édition. Bonsoir. Reparlons du rapport de Human Rights Watch. Le mouvement pour la revalorisation de la fonction enseignante se sent offusqué. Il indique qu'une telle organisation ne devrait pas divulguer des informations sans aucun fondement scientifique. D'ailleurs, l'ancien ministre de l'Éducation, Kalidou Diallo, estime que l'ONG a terni l'image du Sénégal en s'attaquant au corps enseignant. Adjarandiaï. Le rapport de Human Rights Watch continue de susciter débat. Se sentant visé par les révélations du document, le mouvement pour la revalorisation de la fonction enseignante indique que cette organisation n'a pas de respect pour le corps enseignant. Je pense qu'en parlant d'un certain corps professionnel, il faudrait avoir un respect vis-à-vis de ce corps, avoir la mesure dans les propos qu'on utilise, dans le lexique qu'on utilise. Ça, c'est extrêmement fondamental. Il y va même de la crédibilité de celui qui parle. Il y va même de la crédibilité de l'ONG. On ne peut pas être ONG et s'attaquer comme ça à un corps digne, patriote, qui fait un travail extraordinaire, qui soutient le système. Il est inconcevable de divulguer des informations fausses au niveau international. C'est de même l'avis de cet ancien ministre de l'Éducation nationale. Expliquer au plan international, il existe au Sénégal un système qu'on n'appelle pas éducation sexuelle, mais très deuxièmement éducation sexuelle en Wolof ou en Pulaar ou en Serer, là, ça donne quoi? Non. Parce que nous, ça n'entre pas dans la tête des gens. Mais quand même, nous avons une forme d'éducation, comme ça, au niveau de l'économie familiale, au niveau des sciences de la vie, avec les questions de reproduction, etc. Selon Kalidou Diallo, Human Rights Watch devrait adopter une démarche plus inclusive pour avoir de bonnes informations. C'est très grave parce que vous suivez à RFI, vous suivez France 24, toutes les chaînes au niveau international, on dit Sénégal, agression sexuelle, les jeunes filles sont exploitées par les enseignants. Et c'est fini, le monde est devenu un village planétaire. De mon point de vue, vraiment, cette organisation que je respecte beaucoup et qui fait beaucoup pour les droits de l'homme dans le monde, et que j'appuie d'ailleurs, mais je pense aurait pu, de mon point de vue, avoir une démarche plus inclusive, et puis ne pas trop se précipiter à publier un tel rapport. Comme certains acteurs de l'éducation, MRFE s'indigne de la publication du rapport de l'ONG. Il soutient que l'organisation a tout faux de publier ce rapport qui, selon le mouvement, remet en cause le statut noble de l'enseignant. Les syndicats d'enseignants ne décolèrent toujours pas. Ils déplorent formellement les conclusions de cette étude qui, selon eux, vise tout simplement à ternir l'image du Sénégal. Ils poursuivent que cette organisation veut tout simplement faire introduire l'enseignement sexuel dans le programme éducatif. Des responsables syndicaux se sont prononcés au micro de Chantal Berchi. Voilà un rapport qui prend un échantillonnage de 164 élèves sur 554 700 et quelques élèves au Sénégal. Voilà un rapport qui s'est borné à aller dans 3 régions au Sénégal, sur 14 régions. Voilà un rapport
qui a pris un échantillonnage sur 14 lycées, pour X lycées, plus de 300 lycées. Et vous dites que c'est ça un rapport qui reflète une situation nationale, c'est condamnable. Quand vous lisez l'étude, ils disent qu'il faut l'adoption d'un programme d'éducation sexuelle qui répond aux normes internationales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont des ambitions inavouées. Il y a des choses qu'ils veulent introduire dans le système éducatif sénégalais, mais cela, nous ne l'accepterons pas. S'ils veulent capter des fonds, s'ils veulent avoir des financements, ce n'est pas sur le dos des enseignants et du système éducatif. Parce qu'on a stigmatisé, on a cherché à ternir, à discréditer les enseignants. Mais moi je dis au-delà de l'enseignant et du système éducatif, c'est le Sénégal qui a été écorné, l'image du Sénégal. Les acteurs syndicaux dans le cadre du G6 porteront plainte. Mieux, le gouvernement du Sénégal même doit porter plainte contre Human Rights Watch. Pour la bonne et simple raison que le secteur de l'éducation, c'est un secteur d'une importance telle qu'on ne devrait permettre à personne de se jouer de ce secteur-là. Autre question est entrée à l'éducation. Droit à l'éducation et droit syndical. Quelle réponse pour le système éducatif sénégalais? C'est le thème de la conférence du mouvement pour la revalorisation de la fonction enseignante. Une manière pour les acteurs de revoir la formation des enseignants. Selon eux, l'État doit accompagner les syndicats représentatifs dans leurs fonctions. Et des responsables se sont confiés à notre reporter Adjar Ndiaye. Il nous appartient à nous, en tant que collaborateurs, mais en tant qu'enseignants, de pouvoir s'inscrire dans ce secteur-là, surtout quand on parle de PSE, et que dans le PSE, il y a déjà l'axe 2 qui parle un peu de la valorisation du capital humain. Et nous pensons que, en tant qu'enseignants, si on s'organise en mouvement, nous pouvons agir, inscrire notre action au niveau de cet axe-là pour aider un peu à la revalorisation de la fonction enseignante. L'État doit, en rapport dans le cadre de dialogue social qu'il est en train de faire, tenir compte de la vie syndicale sur l'ensemble de questions. J'ai demandé également à l'État d'interdire, après avoir réformé le système d'élection de représentativité syndicale en élargissant la base des syndicats, c'est-à-dire de faire en sorte que celui qui a 5% peut être considéré comme syndicat représentatif, mais également tenir compte d'un certain nombre de critères. Plus de double emploi sans autorisation dans la fonction publique, c'est la nouvelle législation qui régit les fonctionnaires de l'État qui l'impose. C'est pour assainir le milieu. Cependant, des enseignants refutent formellement cette loi et arguent qu'ils ont le droit d'occuper leur temps libre. C'est un reportage de Chantal Berchi. Le cumul d'activités publiques-privées n'a cessé de susciter débat. Le principe de base reste l'interdiction pour un fonctionnaire ou pour un agent public de cumuler ses activités publiques avec une activité privée lucrative sans autorisation. Pourtant, pour les enseignants qui allient école privée et publique, rien ne leur empêche d'occuper leurs heures creuses, selon le secrétaire général du SAEMS. Tous les professeurs qui interviennent dans le moyen secondaire sont soumis à un emploi du temps. S'ils respectent correctement le volume horaire dévolu pour leurs enseignements-apprentissages, ils sont totalement libres, mais d'aller ailleurs pour le restant de leurs heures libres. C'est leur droit. Je dis bien, c'est au-delà même de l'éducation. Si ça devrait être interdit, mais le législateur n'a qu'à nous dire sur la base de quoi ils vont interdire. Pour le secrétaire général du QSAMS, la priorité est tout autre. L'État devrait revoir la situation et les conditions de travail des fonctionnaires, surtout pour les enseignants, avant d'interdire le double emploi. Si on veut que les enseignants restent dans leurs établissements respectifs, ce qu'il faudra faire, c'est améliorer les conditions de travail des enseignants. C'est respecter les engagements signés avec les organisations syndicales. Enseigner, c'est tellement difficile que si leur niveau de rémunération leur permettait de se limiter uniquement à leur cours du public, mais le plus naturellement du monde, ils le feraient. Pour éviter d'impacter la qualité du service public, les fonctionnaires n'ont plus le droit au cumul d'activités sans autorisation. Pour ces syndicalistes de l'enseignement, ce corps de métier n'est pas concerné par cette interdiction. Ils demandent au gouvernement de revoir la situation des fonctionnaires.
Intéressons-nous à présent à la tournée économique du chef de l'État dans le sud du pays. Le président Macky Sall a procédé à l'inauguration de l'espace numérique ouvert de Kolda. Il en a été de même pour la grande mosquée de la région de la capitale du Fouladou. À Kolda, nous rejoignons notre correspondant sur place, Mamadou Thierno Baldé. La visite du chef de l'État ce vendredi dans la capitale du Fouladou a vu une forte mobilisation. Le président Macky Sall a inauguré la grande mosquée de Kolda. Après la prière du vendredi, le chef de l'État s'est rendu dans l'après-midi à l'espace numérique ouvert situé au quartier Sarekemo de Kolda. Cette université numérique n'est que bénéfique pour la formation des jeunes. Chers compatriotes de Kolda, nous sommes là devant cet édifice moderne, l'espace numérique ouvert de Kolda, qui est un instrument d'une grande innovation de l'Université virtuelle du Sénégal. Il s'agit pour nous, à travers cette infrastructure, de bâtir une éducation de qualité, socle de notre quête d'émergence. L'inauguration de cet espace numérique ouvert de Kolda procède de ma volonté de bâtir un système éducatif de qualité, je l'ai dit, fondé sur l'enseignement de la science, de la technologie et de l'innovation. Je voudrais dire à votre représentant que je mettrai à la disposition de l'UVS de Kolda un bus pour faciliter le transport des étudiants de la ville à cet établissement assez distant. Et je demandais au maire également de la commune de défalquer dans son programme, c'est d'ailleurs toujours Kolda, à peu près 300 mètres pour relier l'Eno à la route nationale afin qu'il y ait également une circulation plus facile. Le ministre maire Abdoulaye Bibi Baldé a rappelé aux populations l'importance de cet espace numérique ouvert. Après avoir magnifié les réalisations du gouvernement dans le Fouladou, le ministre maire Abdoulaye Bibi Baldé invite le chef de l'État de prendre en compte de certaines préoccupations des populations. Les populations des quartiers périphériques de Kolda et des autres communes, à l'image du quartier de Fas-Diaé, qui abrite la centrale, attendent toujours le raccordement à l'électricité et à l'eau courante. Il y a également la question lancinante de l'assainissement de la capitale régionale Kolda et des autres communes de la région. La grande mosquée de Kolda, créée en 1922. Les populations des quartiers périphériques de Kolda et des autres communes, à l'image du quartier de Fas-Diaé, qui abrite la centrale, attendent toujours le raccordement à l'électricité et à l'eau courante. Il y a également la question lancinante de l'assainissement de la capitale régionale Kolda et des autres communes de la région. La grande mosquée de Kolda, créée en 1922, a enfin changé d'image grâce aux efforts du chef de l'État Macky Sall. Ces réalisations de la grande mosquée et de l'espace numérique ouvert sont saluées à leur juste valeur au bénéfice des populations. Tout autre chose dans cette édition, la précarité que vivent des travailleurs inquiète au plus haut niveau l'Union régionale des syndicats CNTS de Dakar. Une mission de coordination, d'accompagnement et de prise en charge des travailleurs repose désormais entre les mains du nouveau bureau installé à l'occasion de son 6e congrès ordinaire et c'était en présence de Djiboussa Djonia. Fin de mandat. L'heure est au bilan. L'Union régionale des syndicats CNTS de Dakar jette un regard dans le rétroviseur pour dépoussiérer les faits les plus saillants de son mandat. Le syndicat peint ainsi un tableau reluisant. Nous avons accompagné tous les secteurs. Bon, j'en veux pour preuve le protocole que nous avons signé avec la direction générale de la Sénélec. Mohamedou Mokhtar Sissé qui est venu en tant que directeur, qui a accepté de négocier avec l'Union régionale de Dakar pour réintégrer 493 travailleurs qui étaient spoliés dans le droit. Les secteurs de la santé, de la justice, de l'éducation et du transport en ébullition. Le nouveau bureau de l'URD se dit prêt à porter les revendications des travailleurs. Il étale déjà ses tentacules. Une continuité
du point de vue de la massification de la Confédération, mais aussi de la lutte pour les préoccupations des travailleurs et des travailleuses. C'est ces défis-là que nous voulons donc mettre devant nous et certainement les relever avec l'équipe que nous allons constituer. La précarité que vivent les travailleurs oblige l'URD à vouloir intensifier le combat pour la revalorisation de leur statut. Une mission de coordination, d'accompagnement et de prise en charge des travailleurs repose désormais entre les mains du nouveau bureau de l'URD installé à l'occasion de son 6e congrès ordinaire. Les organisations des travailleurs de la Sénélec unissent leurs forces, c'est pour parler d'une seule voix et être plus efficaces. Le fusionnement a été officialisé en présence du directeur général. Mohamedou Mokhtar Sissé soutient que cet acte est une marque d'engagement qui aura sans doute un impact positif sur le travail. On voit tout cela avec Adama Aydara. Sudeten et UNSEP, unis pour la force syndicale unique de la Sénélec, une union qui se veut bénéfique pour les travailleurs d'une protection et de la satisfaction des préoccupations des travailleurs, leur credo. Aujourd'hui, nous sommes à 2500, 3000 agents au niveau de la Sénélec. Je pense que notre vision, c'est d'aller vers une force syndicale unique dans l'entreprise, au moins qui pourra prendre en charge les préoccupations des travailleurs et protéger aussi l'entreprise. Les préoccupations des travailleurs en premier lieu déjà, pour que l'entreprise va de l'avant. Ça c'est un. La deuxième chose, c'est travailler sur les conditions de travail même du personnel. Dans tous les établissements, il faut effectivement mettre en avant les outils de travail. Le directeur général de la Sénélec salue l'unité de ces deux syndicats et les encourage à persévérer dans l'unité. Un pays, une entreprise avance avec ses valeurs. Et la division, la séparation n'est pas une valeur chez nous, ni à Sénélec, ni au Sénégal. Donc toutes nos valeurs appellent à l'unité, toutes nos valeurs appellent à l'union pour permettre d'avoir la force nécessaire pour avancer. Et Sénélec est un vaste chantier qui ne concerne pas que Sénélec, mais un vaste chantier qui concerne l'ensemble du Sénégal. Sur ce, il ajoute qu'un mix énergétique est en train de mettre en place pour le renforcement du parc de Sénélec. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, par la grâce de Dieu, l'engagement de l'État qui nous soutient tous les jours, nous avons pu mettre en place des unités de production. Donc forcément, le parc de Sénélec devra se renforcer si nous voulons garantir... Parce que les investissements que nous faisons sont corrélés à une exigence de qualité de service. C'est parce que nous avons un plan, c'est parce que nous avons un contrat de performance avec l'État qui nous impose une certaine qualité de service que nous devons continuer justement à investir pour garantir et la disponibilité de l'énergie, mais surtout la qualité de service. Ces deux syndicats disent d'être satisfaits par le bon travail du directeur général de la Sénélec. Ainsi, ils envisagent de travailler dans l'unité pour l'avancement de la Sénélec. Adam Biteye, après Diourbel, Saint-Louis et Khombole, Dakar a relevé le défi de la mobilisation de la 4e grande journée de dépistage. C'est dans le cadre de la campagne Octobre Rose de la LISCA. Plus de 2000 femmes ont été dépistées. Elles ont aussi été conseillées et sensibilisées sur les bonnes pratiques. C'est un compte rendu de Ndeye Fatim Lo. Elles étaient nombreuses à venir prendre part à ce 4e plus grand événement de la campagne Octobre Rose de la LISCA. À la mi-journée, plus de 1000 femmes se sont fait dépister. Et à cette heure-là, nous sommes à 1423 femmes consultées. Il y a eu 58 bons distribués pour la mammographie subventionnée, des mammographies de dépistage, et nous avons 31 bons gratuits, c'est-à-dire 31 bons distribués chez des femmes où nous suspectons quelque chose. Parmi elles, il y a beaucoup de jeunes filles. La plupart se dépistent parce qu'elles ont peur de la maladie. C'est juste pour nous rassurer. Si on te dit que tu risques de perdre un sein, tu as peur, mais si on se dépiste et on voit qu'on n'a pas le cancer, on se rassure. Je pense que le cancer, aucune personne ne peut y échapper, jeune comme grand. Donc on est venu pour voir si on a le cancer, pour pouvoir bien se protéger de cette maladie.
Cette journée n'est pas seulement réservée au dépistage, la sensibilisation et l'information sur les bons gestes pour se prémunir contre le cancer du sein sont aussi à l'ordre du jour. Je trouve que ce sont de bonnes activités. Ça permet aux autres qui n'ont pas les moyens de faire le dépistage, de faire le dépistage sans payer. Dès qu'on a l'occasion de faire ces genres d'opérations, on peut les faire parce que c'est très important pour la population. Avant, je ne le faisais pas parce que je ne comprenais pas trop. Mais quand je suis venue, on nous a expliqué les méthodes et je pense qu'on peut l'utiliser chez soi. La mammographie et l'autopalpation des seins après les règles font partie des meilleurs moyens pour diagnostiquer très tôt la maladie. Le meilleur moyen actuellement reconnu mondialement est la mammographie. C'est la radiographie des seins. On préconise à partir de 40 ans, tous les 3 ans, et qui permet de déceler un cancer à un stade très précoce, c'est-à-dire quand la taille de la tumeur ne fait pas 1 cm. On préconise également l'auto-examen des seins, que nous apprenons aux femmes, la technique, parce que ce n'est pas n'importe comment qu'on examine les seins pour détecter une masse, que les femmes à partir de 25 ans puissent avoir l'habitude de le faire. Pour cette grande journée de dépistage gratuite, plus de 2000 femmes sont attendues. Toutes celles qui sont diagnostiquées positives ou susceptibles d'avoir le cancer du sein seront accompagnées et suivies par la LISCA. Je vous l'annonçais en titre, le coût du ciment revient à la normale. Les démarches du ministre du Commerce n'ont pas été vaines. Ainsi, toutes les cimenteries au Sénégal sont appelées à se conformer à cette nouvelle réglementation. Une décision qui entre en droite ligne avec le désir des commerçants. C'est un reportage de Ndaye Aram Touré. Prix du sac de ciment bloqué à leur niveau antérieur. Une décision du ministre du Commerce qui ravit bon nombre de personnes. Du côté des commerçants, aucun changement n'est noté. Les anciens prix sont toujours maintenus. Mais pour le moment, ça dépend Une des conséquences de la hausse des prix du ciment, la raréfaction de la clientèle dans certaines quincailleries. Les commerçants souhaitent une diminution définitive des prix du ciment pour améliorer leur chiffre d'affaires. La tutelle invite toutes les cimenteries du Sénégal à se conformer aux nouvelles dispositions réglementaires en attendant les résultats des évaluations prévues par ces services. La direction du commerce intérieur veillera à l'application stricte de la réglementation des prix. De détournement de fonds publics par certains syndicalistes de Dakar Demdik, Mamadou Goudiaby se lave à grande eau et menace de porter plainte. Selon lui, son nom a été traîné dans la boue alors qu'il est à 3 mois de la retraite. Le centre médico-social de Pikine est l'objet de la discorde entre syndicalistes des 3D. Et Mamadou Goudiaby est interrogé par Mansour Sawa. Un trésorier. Trésorier, moi, chef comptable, direction générale. On ne peut pas détourner des fonds qu'on ne gère pas. Il y a un trésorier qui est par ailleurs le chef comptable de la direction générale. Personne n'a accès à ces fonds. Les dépenses. Si les dépenses sont normales et légales, nous signons chèque de projet. Contre ces gens, ils ont sali et traîné mon nom dans la boue. Parce que sama der gi duma xaar ba ma déssé ñetti wër dem retraite ma koy tilimal bu fekkone c'est des prébendes dem na bu yag lu ne proposé nañ mako fi amul ñom ñi nga xamné c'est des comme ni ma leen ko waxee ay prostituées syndicaux lañu ku leen mën a raay rek lañ mën a dem raay ko mu jox leen liñ bëgg seen prébende ñu dem seen yoon les actes de gestion de l'IPM appartient gestion conseil d'administration bi ñu fal bees mu def lii yëpp moo ko war a def ñun travailleurs yi élection délégué yi passé ñoom nee nañu travailleurs yi yëpp ñoom ils représentent rien du tout def nañu élection mai bii passé mais pour seet
ci syndicat yi travailleurs yi gën lañu gën a dénk seen i kaddu résultats de piètre ñu def élection ci gën a rëy làmmiñ ci groupe boobu Omar Gueye 0 délégué la am donc ce qui veut dire qu'ils n'ont qu'à ci ñu yaakaaroon ne dañ ko ngemba ñoom ñoo ko ñi ko gën a ngem ponkalu Dakar Dem Dikk ñoo ko ngemba kooku 6 délégué la am ku mujj ki kenn ki kooku dañ koo embarqué yóbbaale ma la 4 délégués la am. Page 2018, l'heure est à l'évaluation. Le regroupement national des organisateurs privés pour le Hajj et la Umrah au Sénégal s'y est attelé. Ainsi, il envisage de mettre en place un comité de veille pour les pèlerins, mais aussi de trouver des solutions aux problèmes qu'il a rencontré ce regroupement lors de l'élection, lors de l'édition précédente. Je vous propose d'écouter le colonel Moustapha Gueye. Il est au micro d'Adam Biteya. C'est juste pour faire des propositions par rapport au cahier des charges, par rapport à la restauration à Mouna et Arafat, par rapport au transport aérien, par rapport au regroupement. Parce que nous voulons qu'au sortir de cette journée, qu'on puisse faire des propositions concrètes, des propositions personnelles pour améliorer effectivement le pèlerinage 2019. L'année dernière, normalement, on devait assister à un déplacement progressif donc, du côté de la délégation. Mais comme c'est une année électorale, compte tenu des problèmes qui étaient posés, effectivement, la délégation avait convoyé 2000 pèlerins. Parce que le quota a été augmenté. Donc l'année dernière, effectivement, la délégation a convoyé 2000 pèlerins sur les 12 860. Nous pensons que cette année, la délégation va convoyer moins de 2000, comme l'avait proposé. Bamba Day ou journée Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, une initiative du Kourel Nourou Darayni. Objectif promouvoir les valeurs islamiques en s'inspirant de la trajectoire de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Les participants ont marché de la station Kassor à la mosquée Massalikul Jinan et quelques-uns se sont confiés à notre reporter Djibissa Dioni. Nous les écoutons. Nourou Darayni est un kuréel qu'on a créé sous donc le ndigal de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Nourou Darayni, c'est la synergie de tous les daara mourides qui gravitent autour de l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba. Pourquoi on a décidé ce jour-là? C'est pour rendre grâce à Serigne Touba. Parce que nous nous sommes dit que nous avons l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba. Nous avons la maison de Serigne Sidi Mokhtar et avons constaté que chaque année, il venait parmi nous à l'occasion donc du pèlerinage à la Mecque. En plus de tout ça aussi, nous avons la grande mosquée de Massalikul Jinan qui est une fierté de tous les mourides. Tout ça a occasionné qu'aujourd'hui, nous nous sommes dit que nous allons devoir organiser une jeunesse Cheikh Ahmadou Bamba. Comme de coutume, chaque année, nous décidions de la faire, de parrainer une autorité au sein donc, du mouridisme pour la faire le parrain d'honneur. Mais avec ce qui s'est passé, avec donc le défunt Khalif de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, nous nous sommes dit que nous allons lui rendre hommage. Lui qui a créé donc, le Kourel et qui nous a donné le nom, Nourou Darayni, on a décidé de porter donc hommage à Serigne Sidi Mokhtar Mbacké et de rendre grâce à Serigne Touba. Et nous lançons aussi un appel à tous les mourides parce que Serigne Touba a beaucoup fait pour nous. Et surtout que nous sommes au mois de Safar. C'est ce mois-là où Serigne Touba a eu tous les bienfaits qu'il nous a accordés, que Dieu lui a accordés et qu'il nous a transmis, nous les talibés. Donc il doit être une obligation actuellement pour tous les mourides ici à Dakar, au Sénégal et dans le monde entier de pouvoir faire donc des célébrations partout où ils sont pour rendre hommage à Serigne Touba à l'entame donc du mois de Safar. La famille footballistique sénégalaise en deuil. L'ancien président de la Fédération sénégalaise de football, Maï Ndoye, est décédé ce matin. Maï Ndoye fut